Salut l'artiste, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va poursuivre les corrections de Mohamed. Donc ici, il s'agit de deux dessins au crayon, donc on a celui-ci et celui-ci. Et ensuite, donc on va rajouter donc le dessin de Eliane et deux dessins de Corinne. Donc Corinne qui a réalisé des dessins en pastel sec et Eliane donc qui a réalisé un beau tableau. Et on dirait qu'on est du coup sur de la peinture acrylique concernant donc le tableau de Eliane. Donc voilà. Avant de commencer les corrections vidéo, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en me faisant un don avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence donc tout de suite avec le dessin de Mohamed. Ici, Mohamed, j'ai à peu près la même remarque que la vidéo de la dernière fois. À savoir un manque de contraste. Je vais juste pour vous montrer un petit peu la différence. Donc ici par exemple, vous voyez, il suffit juste que j'accentue un petit peu les contrastes en noir et blanc. Vous voyez que tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux concernant le rendu final du dessin. Donc il faut vraiment, vous voyez, il faut vraiment éviter de travailler uniquement sur des zones très claires comme vous avez fait ici. Et il va falloir essayer de monter davantage avec les contrastes entre les parties dans l'ombre et les parties dans la lumière. Sinon, concernant le dessin en lui-même, on est plutôt bien. On comprend bien les proportions. Donc je vois pas spécifiquement de gros problèmes, peut-être juste sur la dimension des oreilles. Donc on avait vu ici, pour le dessin des oreilles, on va se baser donc sur les yeux hop, qui sont ici et ici. Comme ceci, on va poursuivre. Donc en fait, si on regarde de profil, comme ceci, on aura donc l'arcade, la partie des yeux hop, qui se trouve ici, hop, ceci. Et pour placer les oreilles, on va simplement continuer ici au niveau de l'œil, ça va nous donner la naissance de l'oreille en partie haute ici, qui va généralement remonter un tout petit peu. Et pour trouver où placer le bas de l'oreille, donc ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va se baser sur la position du nez, d'accord? Et c'est donc la position du nez qui va nous donner hop, la partie basse de l'oreille. Et voilà, donc c'est une façon de se repérer, donc ça fonctionne quasiment à chaque fois. Il faut quand même bien regarder les visages qu'on est en train de dessiner, mais on va dire la règle basique pour pouvoir dessiner les oreilles, c'est cette règle-là. D'accord? Donc, alors je vais hop, recommencer ici, voilà. Donc du coup, la première chose que je vais juste modifier, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on va continuer ici au niveau des yeux. Donc on voit que l'oreille remonte un tout petit peu, peut-être un peu trop haut ici. Donc du coup, je vais redescendre légèrement au niveau du dessin. Et ensuite au niveau du nez ici, hop, comme ceci. Hop, il va falloir peut-être descendre un tout petit peu plus. Donc ici, ça fonctionne un peu mieux de ce côté-là, du côté droit, mais du côté gauche, on a l'impression que l'oreille est peut-être un petit peu trop petite. Donc voilà. Sinon, ça fonctionne quand même pas mal. Et voilà. Donc au niveau du dessin de l'oreille, il faut imaginer que ici, par exemple, on va utiliser comme à chaque fois, donc pour le dessin de chaque élément, on va utiliser la perspective. Quand une oreille est placée donc face à nous, d'accord? On peut imaginer comme ça un rectangle. Dans ce rectangle, on va dessiner donc la forme de l'oreille, donc la partie haute de l'oreille ici, l'arrière de l'oreille de ce côté-là, et le lobe ici. On aura donc le dessin de l'oreille à l'intérieur. Un dessin assez compliqué, mais hop, ici, dans l'ensemble, on a un creux qui va se dessiner comme ça. Donc voilà, après, ça va vraiment dépendre
de la morphologie de chacun. Voilà. Et ce que j'essaye de vous montrer ici, Mohamed, c'est que quand on va dessiner en perspective, donc on va replacer ce rectangle en perspective ici, donc l'oreille aura tendance à se retourner, l'oreille aura également une certaine épaisseur. Généralement, on peut avoir des oreilles qui vont être très écartées, donc par rapport au crâne comme ça. On peut avoir des oreilles qui vont énormément s'écarter, on aura des oreilles qui vont un peu plus se coller. Donc là encore, ça va dépendre des gens qu'on est en train de dessiner. Et ensuite ici, donc du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup, hop, la forme de l'oreille par rapport au rectangle. Donc si je l'efface un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez, on a hop, cette forme là. On a le creux hop, qui est à l'intérieur. Et ensuite on a le lobe ici. Et le creux de l'oreille de ce côté-là. D'accord? Et du coup, quand on va arriver dans un cas de figure où on a un visage qui est de face comme ici, on aura donc la perspective qui va changer complètement, c'est-à-dire qu'on va voir, vous voyez la face qui est en avant ici, cette face qui est ici, d'accord, que je peux mettre avec une croix par exemple ici. Cette face qui est là aura tendance à se resserrer encore plus. Donc, hop, cette face va se resserrer. En revanche, on va voir un peu plus au niveau de l'épaisseur, ici. Alors je vais mettre ça un peu plus gros pour que vous voyez un peu mieux ce que j'essaye de vous montrer. Hop, je vais mettre ça comme ça, d'accord. Voilà, je vais masquer un tout petit peu. Et du coup, donc par rapport à cette fameuse boîte, d'accord. Donc quand on va venir dessiner l'oreille par-dessus, vous voyez que du coup on va davantage voir l'épaisseur de l'oreille que voir ce qui se passe en arrière, d'accord. Donc, ce qui fait qu'on verra beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur. Ici. Et ici. D'accord. Donc vous voyez que du coup, on verra beaucoup moins la face qui est sur le côté, car l'oreille aura tendance à se retourner un petit peu par rapport à un visage qui est de face. Et du coup, on verra davantage la tranche. On verra vraiment cette épaisseur-là. D'accord. Et on verra beaucoup moins ce qui se passe en arrière. Et du coup, il faut essayer que quand on va dessiner un visage de face, il va falloir essayer mettre davantage l'accent sur cette partie de l'oreille qui passe en avant, d'accord. Donc vraiment l'épaisseur de l'oreille qui passe en avant, et tout ce qui se dessine à l'intérieur qu'on verra beaucoup moins du coup. Donc voilà, un petit peu ce que j'essaye de vous montrer ici. Et vous voyez que du coup on verra un peu le lobe d'oreille comme ça de côté, mais on verra beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, comme je vous disais, donc ce qu'il faudrait, c'est renforcer un petit peu les contrastes. Donc pour ce faire, ça va être donc les zones où on aura le moins d'ombre. Donc il faut vraiment ne pas hésiter comme ça à renforcer les contrastes, à dessiner les ombres avec une valeur un peu plus importante. Donc ici, je le fais assez rapidement. Comme ceci. Ça peut être la même chose au niveau des lunettes par exemple. On va renforcer le dessin des lunettes, renforcer les ombres laissées par les lunettes également.
Voilà, hop. Ensuite, ici au niveau de la bouche, il va falloir marquer à chaque fois les deux côtés. Donc du coup, hop, si on dessine une bouche en vue de face ici, donc on aura les lèvres supérieures ici, voilà, je simplifie au maximum. Bien souvent sur un visage de face, on aura une ombre qui va se dessiner sous la lèvre inférieure, qui va marquer la lèvre inférieure. On aura ensuite ici les creux de chaque côté qui auront tendance à être davantage marqués également. Et ensuite le creux au niveau de l'intérieur de la jonction entre les deux lèvres qui vont être marqués avec une valeur un peu plus foncée. Deuxième point, c'est que si on a une lumière qui arrive d'en haut comme ça, on aura bien souvent une ombre qui va se dessiner par rapport à la lèvre supérieure, d'accord. Donc on aura une ombre qui va se dessiner au-dessus. Si on regarde de profil, la lèvre supérieure, donc elle aura tendance à être comme ceci, la lèvre inférieure comme ceci. Et du coup, le fait qu'on ait la lumière qui arrive d'en haut, donc ça veut dire que toute cette zone ici n'aura pas forcément de lumière directe. Et on aura bien souvent ici une ombre qui va se dessiner également sur la lèvre inférieure, et ici une partie qui va être complètement éclairée. D'accord ? Donc on aura bien souvent ici une partie supérieure de la lèvre qui aura une ombre également, une partie inférieure qui aura une ombre également, et la partie qui est au milieu ici qui va recevoir la lumière. Et du coup voilà, on ressent pas très bien ce principe là ici, donc peut-être creuser davantage ici, donc avec une valeur beaucoup plus sombre, et sur les côtés donc avec une valeur un peu plus sombre également. Donc même si ici on a de la barbe et de la moustache ici, donc il faudrait essayer de faire ressortir davantage ce principe là. On aura ensuite ici une ombre qui va se dessiner, et d'autant plus ici avec la moustache qui va passer au-dessus et qui va créer une ombre encore plus importante. Et ensuite, hop, en dessous, on aura donc la moustache qui passe en dessous, qui créera quand même une ombre légère qui va se dessiner sur la barre. Voilà. Et ici, bien souvent, quand on a la moustache, hop, on aura une ombre supplémentaire qui va se dessiner sur les côtés, ici et ici. Voilà. La difficulté avec le dessin des moustaches, par exemple, quand on souhaite dessiner dans l'ombre et dans la lumière, donc admettons ici qu'on a moustache ou une barbe ici. Donc du coup, quand on va dessiner les traits, ici, si on souhaite dessiner cette partie qui va être recevoir la lumière, par exemple, il va falloir renforcer donc les hachures ici, les coups de crayon ici, renforcer ici en les rapprochant un petit peu. Et ensuite, plus on va arriver du côté où il y a de la lumière, plus on aura tendance à avoir un trait beaucoup plus léger, comme ceci, d'accord. C'est ça. Donc on aura un trait qui va être beaucoup plus léger ici. Et plus on va aller dans l'ombre, plus on aura un trait qui va se rapprocher, et plus on aura un trait important. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir traiter l'ombre et la lumière sur un élément comme des cheveux ou la barbe, par exemple. D'accord ? Donc ici on ressent pas bien ce principe là, donc on sait pas bien où se trouve l'ombre et la lumière, donc je vois que vous avez essayé un petit peu de ce côté là ici, donc voilà, il faudrait peut-être renforcer un petit peu tout ça, comme je disais, toujours avoir des contrastes un peu plus élevés, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau de vos dessins. Ce qu'on peut faire également pour accentuer les contrastes, c'est au lieu de commencer avec une feuille qui est blanche, d'accord, on peut commencer son dessin avec une feuille qui est colorée, ou une feuille grise par exemple. Commencer avec une feuille déjà grise, avec un gris qui va être moyen, c'est-à-dire on verra par exemple ici, si je vous montre un exemple,
on aura un gris moyen, c'est-à-dire on a un gris qui est ni trop blanc ni trop noir, donc du coup on va prendre plus ou moins la moitié qui est ici, ou même peut-être un gris qui est légèrement plus clair. Voilà, vous voyez, le fait de commencer comme ça avec un gris plus clair, on va pouvoir ensuite revenir avec des éléments lumineux, donc du blanc, pour venir dessiner les parties dans la lumière. C'est une façon de relever davantage les ombres et la lumière, et d'augmenter les valeurs et les contrastes entre les parties dans l'ombre et les parties dans la lumière. Donc là, on ne sait pas bien où se situent les zones lumineuses, mais voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu. Ici, on peut se dire qu'au niveau des cheveux, on a des reflets qui vont se dessiner ici. Comme ceci, on a peut-être le haut de la lunette ici qui va être éclairé. Comme ça, on a les joues assez légèrement ici, le haut des oreilles ici, et de l'autre côté on aura plus de l'ombre ici. Voilà, et au niveau de la moustache, donc on aura peut-être davantage d'ombre de ce côté-là. Voilà, et plus de lumière de ce côté-ci. Je me suis trompé, c'est pas grave. Je vais juste diminuer un petit peu en valeur ici. Voilà, et au niveau des cheveux, donc par exemple ici si on a des cheveux blonds, donc on aura une valeur qui va rester assez claire. En l'occurrence, si on a des cheveux plutôt bruns, on va devoir également faire la même chose, c'est-à-dire gérer une valeur un peu plus sombre pour montrer qu'on a des cheveux plus sombres que la valeur de la peau par exemple. D'accord, il faut vraiment traiter cette notion de valeur, sans quoi on aura un rendu qui va être assez bizarre, et on aura tout qui aura tendance à être sur les mêmes tons, sur les mêmes valeurs. D'accord, donc il faut essayer de diversifier en fonction des valeurs de chaque élément qu'on souhaite dessiner. Comme ceci, vous voyez. Et ici, on aura de l'ombre. Ici, ça va être la même chose. Voilà. Et on n'hésite pas également peut-être à renforcer la valeur au niveau des lunettes ici et ici. On marque les ombres de la lunette ici.
et voilà. Donc vous voyez que du coup, en renforçant, donc en utilisant d'abord du gris et en renforçant ensuite les valeurs dans l'ombre, on obtient de cette façon un visage qui va ressortir beaucoup plus. Et ensuite ici, ne pas oublier de gérer ici les ombres. Donc là, à voir où se situent les ombres, et voilà, on aura une ombre qui va être peut-être beaucoup plus importante que la valeur de la barbe. Donc du coup ici, on va faire en sorte de détacher donc le cou par rapport au reste du visage. D'accord? Donc vous voyez que en faisant de cette façon-là, on obtient un meilleur contraste au niveau du rendu, donc des ombres plus fortes, une lumière plus importante également, et du coup un jeu de valeurs qui est plus intéressant. Donc, par exemple ici, vous voyez, on aura la valeur de la lumière ici. Je vais renforcer un petit peu, donc on aura la valeur de la lumière ici. On aura une valeur intermédiaire, on aura la valeur du fond ici de la peau. On aura ensuite une valeur intermédiaire au niveau des ombres. D'accord? Et ensuite, on aura une valeur beaucoup plus importante pour les ombres qui sont beaucoup plus importantes. D'accord? Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir un jeu de valeurs assez varié. On voit ici un noir assez sombre. Donc, on a un noir assez sombre ici. Et ici, on a une valeur lumineuse qui est plutôt forte. Et du coup, entre les deux, on a pas mal de valeurs différentes. Si je regarde par rapport à votre dessin, vous voyez ici, on n'a pas vraiment beaucoup de différences de valeurs. On aura donc la valeur sombre qui est ici, on aura la valeur de la page blanche, et ensuite on aura plus ou moins une valeur intermédiaire, comme ceci, et peut-être comme ceci. Vous voyez qu'on aura peut-être que 3 valeurs, et la valeur de l'ombre est assez pâle. Donc du coup, il va falloir essayer d'aller beaucoup plus dans des ombres un peu plus sombres. Et c'est de cette façon que vous allez créer du contraste et du volume. Vous allez donner de la rondeur à votre dessin. D'accord? Donc voilà un petit peu pour votre premier dessin, Mohamed. Donc ici, c'est un peu la même remarque que pour la vidéo précédente, à savoir donc des tonalités de valeur qui sont vraiment trop similaires. Donc il faut essayer, peut-être comme je le disais dans la vidéo précédente, d'utiliser du 5B, du 6B, ou voire même du 8, 9, 10B, etc. pour avoir des ombres plus sombres. Et ensuite, peut-être soit utiliser une page, des feuilles grises pour dessiner vos portraits. Ça va vous aider à avoir une gamme de valeurs beaucoup plus intéressante entre la partie dans la lumière et la partie dans l'ombre. D'accord? Mohamed, on continue ici avec votre deuxième dessin. Donc ici, on a toujours un dessin au crayon. Au niveau des remarques, toujours la même chose concernant les contrastes. Il faut aller un petit peu plus loin au niveau des contrastes. Donc voilà, je vais pas revenir en détail sur le dessin des contrastes ici. Je vais plus parler de votre dessin en lui-même. Premièrement, au niveau de la gestion des ombres. Premièrement, on va dire surtout sur la gestion de l'anatomie dans un premier temps, et ensuite sur la gestion des ombres. Donc ici, je note qu'au niveau de l'anatomie, on a peut-être des petits soucis qu'on va voir ensemble. Donc par exemple ici, donc voilà, je ne connais pas forcément cette statue que vous avez représentée, je ne sais pas exactement quel est le rapport d'échelle entre ces deux personnages, même si donc le premier me paraît assez petit, mais voilà, donc après ça c'est vraiment à voir en fonction de la référence que vous avez utilisée. Ici, donc ce qui me dérange un peu plus, c'est premièrement au niveau du bras ici de votre personnage, qui est vraiment très très gros. Par rapport au reste du corps.
Ici, donc si je fais un dessin d'anatomie, donc je commence toujours par simplifier la cage thoracique. Hop, ici, je peux simplifier comme ça, en perspective, par une boîte, ou ici par une patate que je vais, hop, qui va représenter donc la cage thoracique. D'accord, donc on a ici, ça représente donc le sternum. Comme ça, on a les clavicules ici. Je peux peut-être même changer légèrement la perspective ici. Voilà. Et voilà. On a donc les clavicules, hop, qui vont arriver comme ça. Le début du bras qui va partir ici. Et ensuite, en arrière ici, on a donc la colonne vertébrale et le bassin ici. Donc au niveau de la proportion du buste, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, comme je le disais, c'est vraiment la dimension de la tête par rapport au reste du corps. Donc généralement, ce que je fais comme référence, c'est que je me base toujours sur la hauteur du menton. C'est-à-dire que si je dessine un personnage ici, en vue de face, je vais toujours me baser entre la hauteur du menton ici et la hauteur du bas du sternum. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura ici donc la clavicule, le sternum qui est ici. Et généralement la hauteur entre le bas du menton et le bas du sternum ici me donnera grosso modo la hauteur du visage ici. D'accord? Donc c'est une façon, en tout cas que moi j'utilise pour vérifier un peu mes mesures. Ça me permet en fait de savoir si les visages que je dessine ou la tête que je dessine par rapport au reste de mon personnage est peut-être trop grand ou pas ou trop petit. Donc du coup, si on compare ici, donc par rapport à la perspective, vous voyez que ici on va juste descendre. On va regarder par rapport au bas du sternum qui est ici. Et si on remonte donc cette dimension, on est peut-être même un peu plus haut, comme ceci. On voit que du coup, vraiment, la dimension du visage aura tendance à être beaucoup plus grande ici. Peut-être même un peu trop grand. Je vais redescendre un tout petit peu ici. Voilà. Et on aurait le visage qui aurait dû être sur une dimension plus comme ceci. Donc voilà, à rapprocher également. On va redescendre un petit peu ici. Et voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a une différence qui est quand même assez importante. Donc ce que je vais faire ici, je vais descendre un tout petit peu et je vais venir agrandir un peu le visage que vous avez dessiné. Donc voilà, ici je fasse ça, vous voyez ici déjà, vous voyez la différence d'échelle, on est quand même pas plutôt grand par rapport à ce que vous avez dessiné ici. Ensuite également, comme je disais, au niveau de l'épaule et du cou, donc ici, donc quand on va dessiner le cou ici, je vais utiliser un rouge peut-être un peu foncé ici. Donc on a le cou qui va se dessiner ici, on a le muscle qui va partir donc au niveau de l'arrière des oreilles et qui va venir ici au niveau de la clavicule
comme ceci. On a les épaules qui vont descendre ici. On a les trapèzes plutôt qui vont descendre jusqu'aux épaules. Et on a le début des épaules ici. Donc ce qui fait que ici par rapport au bras que vous avez dessiné, donc on est sur un dessin qui fonctionne pas très bien. Donc la jonction vraiment entre ces deux éléments là. Hop, comme ceci. Et on a l'épaule qui est en arrière qui est beaucoup trop haute par rapport au reste. Donc on voyait ici, donc ici si je place vraiment hop, la deuxième épaule, cette deuxième épaule va être beaucoup plus basse parce qu'on aura ici l'épaisseur du cou qui va rentrer en compte et ensuite le dessin du reste du corps. Deuxième chose ici, on voit bien que par rapport à l'épaule, votre bras est beaucoup trop gros hop, par rapport au reste du visage. Donc on aurait plutôt envie d'avoir un bras qui va être plutôt de cette dimension là, d'accord? Donc si je viens modifier sur votre dessin ici, ça veut dire que au niveau de l'arrière ici, vous voyez, il va falloir descendre complètement ici. Voilà, et descendre également donc la partie du t-shirt, comme ceci. Voilà. Donc gérer un peu mieux l'épaisseur au niveau de l'épaule. Donc ici, on a l'impression que vous avez envie de faire un effet de raccourci avec la main qui vient vraiment en avant. Donc voilà, on comprend pas bien le mouvement qui est ici. Donc peut-être qu'il aurait fallu traiter un pli ici. Donc là encore, bien entendu, il faut se baser sur l'exemple et la statue que vous avez utilisé ici. Et ensuite, donc traiter le bras ici. Hop, avec une dimension un peu plus juste. Donc d'ailleurs, on a l'impression que le bras est beaucoup trop petit. On aurait presque envie de le rallonger un peu. Voilà. Et donc le bras qui est en arrière-plan ici, pareil, on a une sorte de, comment dire ça, on a du mal à voir la jonction entre la main ici qui est en arrière-plan et la position du bras ici dans l'espace. Donc du coup, il faut vraiment essayer de faire attention. Donc peut-être que c'est le dessin même de votre personnage qui est pas bien placé par rapport au second personnage. Donc là encore, il faut faire attention. Donc bras tendu ici, du coup, on sait pas bien la dimension du bras par rapport au reste. On imagine que du coup, on ne voit peut-être pas toute cette partie de la main, donc on verra peut-être que les doigts dépasser au-dessus. Donc là encore, voilà, il va falloir faire attention au dessin d'anatomie par rapport à ça. Donc voilà, ce que vous pouvez faire si vous avez un peu de mal concernant la construction en anatomie ici, c'est peut-être d'essayer de traiter par les contours, c'est-à-dire de voir sur votre référence donc quelle est la position des éléments, donc par exemple ici, d'accord, vous voyez les contours par rapport à la hauteur de l'épaule ici, par rapport à la tête du premier personnage, voir ici donc l'espace vide ici pour voir quelle pente, quelle direction on a pour cette ligne par rapport au bras et par rapport au vide qui se trouve à l'intérieur, quelle distance on a entre le bras du premier et le corps du second personnage ici.
On peut également regarder donc la hauteur des hanches ici, donc on voit bien qu'on a les hanches du personnage par rapport au corps du second personnage. Est-ce que du coup les hanches sont bien à la bonne hauteur par rapport à ce premier personnage, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de moyens de vérifier un peu les choses. Vérifier ici également la courbure du dos. Est-ce que du coup cette direction ici correspond à la direction par rapport à votre référence photo. Donc voilà, donc là c'est vrai que pour moi c'est assez compliqué car au niveau de la correction ça devient carrément du dessin d'imagination. Ce qui fait que ça reste assez difficile à vous montrer ces choses-là, mais dans le principe, voilà un petit peu ce qu'il faut que vous essayez de voir par rapport à les références que vous avez utilisées. Deuxième chose maintenant, c'est concernant donc la gestion des ombres. Là encore, on comprend pas bien. La chose intéressante ici, c'est que vous avez fait un traitement des ombres assez intéressant par rapport au bras qui est ici, par exemple. Donc on voit bien qu'on a cette séparation entre la partie ici qui est dans l'ombre, comme ça, et la partie du dessus qui est dans la lumière. Donc ici ça fonctionne plutôt bien. On retrouve un peu cette même qualité de séparation ici par rapport au deuxième bras qui est ici. La même chose ici, ça fonctionne bien. On voit bien la même chose de ce côté-là au niveau du support ici. On voit qu'on a une ombre sur le côté et on a une lumière qui arrive du dessus, donc ça fonctionne bien également. Par contre, quand on passe au niveau des vêtements ici, on comprend plus très bien ce principe-là. Donc on ne sait pas exactement où arrive la lumière, où arrive l'ombre, où se positionne l'ombre par exemple. Donc je vous donne simplement un exemple. Ici, hop, comme ceci, on a la jambe du personnage. On peut imaginer que cette jambe, on va la simplifier par un cylindre, comme ceci. Donc on a un cylindre qui va s'évaser, enfin qui va se resserrer en bas et qui va s'évaser en haut, ici. D'accord? Et ensuite, donc là, la question à se poser, c'est où arrive la lumière. Si la lumière arrive du dessus, ici, donc on aura une ombre. Donc un terminator ici, donc c'est la zone de séparation qu'on a entre l'ombre et la lumière ici, qui va se dessiner ici. Ce qui veut dire qu'on aura toute cette zone qui va se dessiner dans l'ombre. D'accord? Et ensuite, si on a par exemple des plis au niveau des vêtements, donc on imagine ici, je vais le faire en noir, on imagine ici que le vêtement a tendance à descendre un petit peu et à créer un pli comme ceci. D'accord? Donc ce pli aura une certaine rondeur, une certaine forme, d'accord? Comme ceci. Et du coup, si la lumière arrive d'en haut, on aura donc ici une lumière qui va se dessiner hop, en partie ici, une ombre hop, qui va légèrement s'éclaircir ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc une ombre qui va se dessiner ici et en dessous. D'accord? Et de cette façon, on comprend un peu mieux la volumétrie. Mais du coup, de votre côté, on a l'impression que voilà, vous avez placé des ombres en fonction de ce que vous voyez, mais sans comprendre exactement le fonctionnement et la position des éléments. Donc, notamment cette partie-là, qui peut représenter ça, par exemple. Si on a donc une lumière qui arrive d'en haut ici, on peut se dire que du coup, on a cet élément qui s'est arrondi comme ceci. Si ça s'arrondit comme ceci, on a un peu ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire qu'on aura une ombre. Donc on aura par exemple ici l'ombre du t-shirt. Je vais le faire en noir. On a peut-être l'ombre du t-shirt qui va se placer comme ça. Ici, on aura une ombre qui va se dessiner ici. De ce côté-là, on aura une ombre assez légère. Hop, au vu de la rondeur, on n'aura peut-être pas de partie lumineuse ici, d'accord? Ici non plus. Pareil de ce côté-là. Même chose pour toute cette partie ici.
Et voilà. Et si on a un deuxième pli ici, on aura peut-être une ombre qui va se dessiner ici. Comme ceci. On aura le bras ici qui va peut-être dessiner une ombre projetée sur tout l'arrière du t-shirt ici. On aura toute cette partie qui va être plutôt dans l'ombre également. Hop, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc on va augmenter la valeur lumineuse. Et on aura peut-être ici une lumière qui va se dessiner comme ça. Une lumière qui va se dessiner ici. De ce côté-là. Et une partie du t-shirt ici qui va recevoir un peu de lumière également. Et ensuite, peut-être le visage ici. Et ici. Donc la même chose de ce côté-là. Voilà, peut-être la main ici va créer une ombre projetée sur le deuxième personnage. Ici, on aura peut-être toute la partie en arrière qui va être dans l'ombre. D'accord, il faut vraiment raisonner en termes de surface, de grande surface. Donc on a peut-être cette partie des pieds qui va être dans l'ombre également. Voilà, et une ombre projetée qui va se dessiner ici. Et ici, une ombre propre, hop, comme ceci. Et enfin, donc l'ombre d'occlusion pour les endroits où la lumière n'arrive pas. Et voilà. D'accord, vous voyez, donc du coup, en essayant de réfléchir plutôt en termes de zone et de volume général, hop, ça va permettre de donner plus de rondeur au dessin. Comme ceci. Et du coup, il faut essayer comme ça de réfléchir de manière générale à la position des ombres. D'accord? Donc, essayez d'éviter des petits traits comme ça parce qu'on comprend pas bien. On voit que du coup, tout l'ensemble du pantalon ici, par exemple, possède exactement la même valeur. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de rondeur sur le pantalon en général. Et ensuite, on a juste des petits traits ici qui signifient une certaine direction. Mais on comprend pas bien la position de l'ombre par rapport au volume et à l'objet que vous êtes en train de dessiner. Donc, comme je le disais, il faut essayer de simplifier par des volumes simples, d'accord? Donc, par exemple, ici, si je prends une forme, comme ceci, d'accord? Si je sais que la lumière arrive ici, on aura, comme je le disais, on va toujours séparer la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière. Ensuite, on va colorer, on va ombrer toute la partie qui se situe dans l'ombre, ici. Et ensuite, dans la partie qui est dans la lumière, on va venir apporter une lumière différente donc, sur la partie qui est la plus éclairée. Comme ceci.
Et le but c'est vraiment d'essayer d'avoir une différence de valeur comme ceci, d'accord? Mais vous voyez que pour la partie dans l'ombre, je vais traiter toute cette partie qui se situe dans l'ombre. Donc du coup, il faut d'abord chercher où se situe la séparatrice. Donc là, par exemple, ici, on sait que la séparatrice est de ce côté-là. Et une fois qu'on a défini la position de la séparatrice sur l'ensemble du dessin, donc par exemple ici, on peut se dire que hop, la séparatrice, elle est ici. Le pantalon, une partie du pantalon n'est pas éclairée, donc on aura hop, la séparatrice qui est ici, et ensuite toute la partie qui est du côté de l'ombre, on va devoir tout peindre ou tout dessiner avec une valeur un peu plus sombre, et ensuite on va traiter dans cette valeur sombre, si on a par exemple, mettons ici, on a un creux qui va se dessiner ici, donc dans la valeur sombre, si par exemple ici on a un creux, d'accord, donc on va rajouter une valeur encore plus sombre, qui va définir ce creux. Si dans cette valeur sombre on a des bosses, donc du coup on va montrer qu'on a un creux qui va se dessiner en arrière par rapport à cette bosse, et sur cette bosse on va venir dessiner une deuxième séparatrice, comme ceci, et on va recevoir un peu plus de lumière. Comme ceci, d'accord? Donc du coup il faut vraiment réfléchir à tout ça. Si vous voyez, on a un creux qui se dessine ici. Donc voilà. Mais dans l'idée générale, c'est on va donner une valeur sur tout l'ombre, et ensuite on va donner plusieurs valeurs. Donc on aura une valeur ici, un dégradé qui va se faire, une highlight, donc une partie qui va recevoir le plus de lumière ici, et ensuite une partie qui va se dégrader de l'autre côté. Et c'est de cette façon qu'il va falloir gérer les ombres, plutôt en volume général que en petites parties comme ici, ou petits traits comme ici, etc. Donc voilà, il faut vraiment essayer de comprendre davantage les volumes, en n'hésitant pas à simplifier les choses. Donc par exemple ici, on peut simplifier avec des tranches, voir où devrait se situer l'ombre, et ensuite voir où devrait se situer la lumière. Donc voilà pour ce deuxième dessin. Donc un peu les mêmes remarques que précédemment, bien entendu, donc sur les contrastes, et en plus vraiment une gestion des volumes, et revoir un petit peu l'anatomie. Et comme je le disais, si vous avez du mal avec le dessin de certaines parties comme la taille du visage ou comme la position des éléments, essayez de traiter votre dessin avec les formes vides, c'est-à-dire ce qui se trouve donc à l'extérieur de votre dessin. Donc ces formes vides vont vous permettre d'avoir un dessin d'observation qui sera peut-être plus juste, et ce sera plus facile ensuite d'avoir des proportions intéressantes et correctes si votre dessin d'observation est déjà plus juste de base. D'accord? On poursuit maintenant avec ce dessin de Eliane, cette peinture. Donc ici, première chose qui me marque un petit peu, c'est le fond jaune. Donc voilà, on va en parler. On voit assez bien également la perspective. Peut-être quelques petites confusions au niveau des ombres par endroits, donc notamment par rapport au vase qui est ici sur la table, en tout cas sur son support. Sinon ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite au niveau du dessin, voilà, j'ai quelques petites questions, quelques petites remarques, surtout concernant le dessin de cette rose qui est ici. Sinon dans l'ensemble on est sur un très beau tableau. Donc première chose d'ici, on voit bien au niveau de la perspective ici, donc on est sur une perspective presque cavalière ici, comme ça. Cette ligne ici, on en ressent un petit peu ces coups de pinceau qui ont été placés comme ça. Donc on ressent un peu la perspective ici
comme ceci. Je vais juste laisser cette grille comme repère, d'accord, comme ceci. Je vais ici laisser donc la perspective, donc la perpendiculaire ici. Donc hop, on peut bien entendu travailler sur une perspective comme ça qui est une perspective axonométrique, c'est-à-dire qu'on a donc les lignes qui vont être vraiment bien parallèles. Donc voilà, on n'est pas sur une perspective avec point de fuite là pour le coup, et on est sur une vision qui est un peu au-dessus. Ce qui est dommage avec cette perspective-là, c'est qu'on a l'impression un peu que l'ensemble du dessin a tendance à tomber un petit peu, alors qu'avec une perspective à un point de fuite, on a un effet un peu plus réaliste au niveau du rendu, car ça correspond davantage à la façon dont l'œil humain voit les choses. Donc voilà, donc c'est un petit peu la remarque que je pourrais faire. Si on souhaite aller, si ici vous souhaitez aller sur une perspective un peu plus réaliste entre guillemets, il va falloir juste resserrer ici au niveau des points de fuite. Donc pour resserrer, hop, il va falloir donc écarter davantage ici, peut-être redescendre un petit peu ici au niveau de la perspective. Et juste déjà en faisant ça, ça peut donner déjà une impression un peu différente. Donc je vous montre ici, donc par exemple si je redresse cette partie-là, je vais juste redresser comme ça, d'accord? Vous voyez que juste en redressant au niveau de la table, on arrive avec une perspective qui est vraiment plus rapprochée d'une perspective à 2 points de fuite. C'est-à-dire qu'on a les lignes ici qui vont converger vers un point de fuite qui vont être très éloignés par rapport au cadre ici de la toile, mais du coup ça va donner un effet un peu plus réaliste à votre dessin. On peut même accentuer ça encore plus, on peut ici hop, aller beaucoup plus loin au niveau de la perspective ici, séparer davantage ici. Vous voyez que juste déjà en faisant ça, donc on donne deux nouvelles directions ici. Donc ici vous voyez, on a une direction comme ça ici, et une direction hop, comme ça ici. Les lignes qui vont converger ici, qui vont se rapprocher les unes des autres, et ça va être la même chose de l'autre côté. Et on aura de cette façon-là une perspective qui va être beaucoup plus réaliste et qui va donner davantage vie au dessin. Ensuite, par rapport à cette nouvelle perspective, si on regarde par rapport à la perspective que vous avez utilisée ici, donc si je reviens ici, donc par rapport à la perspective que vous avez utilisée ici, si je place en rouge, donc il faut vérifier à chaque fois le dessin de l'ellipse, ici, donc, hop. Donc on est sur des lignes parallèles, et voilà, on va donc dessiner tout simplement un carré pour la position du vase ici. À partir de là, on va dessiner donc l'ellipse qui est placée ici, qui va correspondre à la partie du vase qui va toucher la table. D'accord? Et vous voyez que hop, la première chose qu'on remarque ici, c'est que l'ellipse que vous avez dessinée est trop aplatie ici par rapport à la perspective que vous avez choisie avec la table. Donc du coup, il va falloir modifier ça. Si on revient sur une perspective à 2 points de fuite ici, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller vers le point de fuite de ce côté-là, on va aller vers le point de fuite de ce côté-là. D'accord? Donc c'est juste que cette ligne qui est au fond ici, je vais essayer de me rapprocher un petit peu hop, au fur et à mesure, c'est-à-dire que la distance se réduira un tout petit peu. Et ensuite, ici et ici, hop, et par rapport à la perspective, donc si on vient redessiner le vase également,
vous voyez que là encore on a une courbure qui fonctionne pas bien de votre côté. Donc du coup, la première chose qu'on va devoir modifier, ça va être ça. Donc ici, je vais redessiner par-dessus pour vous montrer. Donc ça veut dire que le vase qui va arriver comme ça, donc le vase qui va arriver comme ça, hop. Donc au niveau de la table, il va devoir se courber comme ça, ici, d'accord. Si je mets en pointillé ce qui se passe en arrière-plan ici, hop, voilà. Vous voyez que si j'enlève ça, vous voyez qu'à la différence, votre vase ici est vraiment beaucoup trop aplati ici. Donc on a une petite courbure très légère qui est quasiment aplatie. Et donc si vous souhaitez avoir une perspective où on est vraiment aplati comme vous avez fait ici, vous allez avoir automatiquement une ligne d'horizon qui va être très basse par rapport à votre vase, donc qui va être à peu près ici. Et du coup, par conséquent, le dessin de votre table va devoir se faire de la même façon, c'est-à-dire que vous allez devoir rapprocher le bord de la table. Donc vous voyez, il y a une différence énorme entre le bord qui est ici. Alors si je reprends votre dessin à vous, hop. Donc on a le bord de la table qui est ici. Donc hop, vous voyez le bord va vraiment descendre ici. Pareil de l'autre côté. Donc si vous aplatissez l'ellipse au niveau du vase, donc hop, je vais essayer de vous montrer un exemple. Alors, ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, donc si on a une perspective à un point de fuite par exemple, comme ceci. Donc si j'ai une ellipse qui est très éloignée par rapport à ma perspective, donc on voit que l'ellipse aura une certaine hauteur. Et plus je vais me rapprocher de la ligne d'horizon, donc si je dessine une très grande ellipse, par exemple ici, proche de la ligne d'horizon, vous voyez que cette hauteur aura tendance à se comprimer. Donc si dans votre dessin vous montrez que la hauteur est comprimée, ça veut dire que vous rapprochez la ligne, vous rapprochez votre ellipse de la ligne d'horizon. Si au contraire vous avez une ellipse qui est très large, donc vous voyez comme ça avec un espacement très élargi à l'intérieur et du coup une belle courbure ici, comme ceci, ça va montrer que du coup la ligne d'horizon est beaucoup plus éloignée par rapport à l'objet que vous êtes en train de dessiner. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre vase, c'est que ici vous avez une courbure qui est très courte au niveau de l'ellipse. Donc vous avez une ellipse qui est très courte, mais dans le même temps vous avez une perspective cavalière ou une perspective axonométrique qui montre que la ligne d'horizon est vraiment très haute par rapport au reste de votre dessin. Donc du coup c'est un petit peu contradictoire entre les deux, ce qui fait qu'on a un effet de perspective assez bizarre entre l'un et l'autre. Donc il faut vraiment choisir ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est pour ça que ici je vais plutôt privilégier une perspective ici à 2 points de fuite par exemple, donc qui représente davantage la réalité. Et ensuite, une fois que j'ai choisi donc la perspective, en fonction de ça, je vais venir à l'aide de lignes retracer l'ellipse correctement au sol. Donc on retrouve ensuite, donc à chaque fois quand on dessine comme ça, donc ce que j'essaye de montrer, donc du coup vous voyez ici, par rapport à la perspective là encore, donc toujours je suis les lignes qui sont ici, en essayant de converger légèrement. Donc là après ici, c'est l'habitude, mais hop. Vous voyez, le but c'est de voir que ici, au fur et à mesure, en dessinant les ellipses, on arrive à comprendre la forme qu'on est en train de dessiner. Vous voyez, en faisant des tranches comme ça, on comprend un peu mieux la forme qu'on est en train de dessiner. Ensuite, par rapport à cela, donc par exemple le dessin du reflet lumineux ici, va devoir se dessiner en fonction de ça. Donc par exemple, ici on se rend compte qu'on a l'ombre qui va aller de ce côté-là. Donc si on a l'ombre qui va de ce côté-là, ça veut dire que la lumière arrive du côté opposé.
Si la lumière arrive du côté opposé, on a peut-être un reflet qui va se dessiner hop, ici. Donc vous voyez que du coup, par rapport à la forme de l'ellipse, je choisis l'endroit où va se situer la lumière. Donc ici notamment, donc on a toute cette partie qui va être dans l'ombre. Et on aura donc la lumière qui arrive de ce côté-là. Vous voyez que du coup, en fonction de la perspective, tout découle, tout va découler l'un par rapport à l'autre. Donc en choisissant la bonne perspective, on va pouvoir mieux positionner les ombres, mieux positionner les objets, etc., etc. Donc voilà, donc ce qui fait que je vais modifier ici par rapport à votre dessin. Hop, comme ceci. Voilà, je vais avoir une ellipse un petit peu plus épaisse. Et ensuite, hop, comme toujours, donc un objet qui va se placer comme ça sur une table. Ici, on aura toujours ce qu'on appelle une ombre d'occlusion. Donc c'est l'ombre sous l'objet, une ombre assez forte, comme ceci. Et ensuite, donc vous avez dessiné ici une ombre qui part de ce côté-là. Donc du coup, il faut vraiment ne pas hésiter à faire la même chose au niveau du vase, ici, pour poser votre vase sur la table. Donc si vous dessinez pas d'ombre, malheureusement, même si ici il s'agit d'un vase en verre teinté un peu de couleur bleue, on n'aura pas une ombre complète ici, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une grosse ombre complète de ce côté-là, mais vous allez avoir une ombre assez légère qui va se dessiner et une partie du vase va laisser passer la lumière en transparence, comme ceci, d'accord? Voilà, donc l'ombre d'occlusion fonctionne également au niveau des feuilles ici que vous avez dessinées, la même chose ici, donc ici vous avez bien géré donc la partie de l'ombre, c'est très bien. Cette ombre va devoir se dessiner également au niveau de la rose qui est ici, d'accord. Deuxième point, on comprend pas bien ici la position de la tige ici de cette rose. Justement, ça crée une deuxième confusion par rapport à la perspective. Donc on a l'impression que du coup la tige ne touche pas la table et remonte en hauteur. Par rapport à la profondeur et à la perspective, alors comment je peux vous montrer ça? Donc si on revient sur cette perspective ici, hop, comme ça, et comme ça. Donc je mets ce quadrillage ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que si vous dessinez comme ça votre table en vue du dessus, d'accord, vous avez votre vase ici qui est au milieu, avec votre rose qui est à l'intérieur. Vous avez la deuxième rose comme ça qui va passer derrière la table, d'accord. On a la rose qui va se dessiner ici, on a les feuilles qui sont placées ici en arrière. Donc c'est comme si vous êtes en train de regarder votre scène comme ceci, d'accord. Et du coup, donc vous avez une partie du bouton de la rose qui va se situer en avant. Donc ce que je peux faire ici pour vous montrer un peu le fonctionnement de ce que j'essaie de vous montrer ici. Hop. Imaginons que je fasse un quadrillage sur la table, d'accord. Ce quadrillage va représenter les lignes en perspective. Donc les lignes que j'ai dessinées ici en perspective, d'accord, représentent donc les directions du quadrillage avec les points de fuite. C'est-à-dire que ici on va vers le point de fuite qui est à droite et ici on va vers le point de fuite qui est à gauche. Si on regarde le dessin de la tige qui passe derrière, ici derrière le vase, on se rend compte que du coup cette tige elle est posée sur la table et qu'elle doit rester à l'intérieur des quadrillages. Donc ça veut dire que ici la façon dont vous avez dessiné cette tige, c'est comme si que la tige elle va sortir complètement de la table et elle va aller beaucoup plus loin. D'accord. Vous voyez, c'est la partie qu'on voit en arrière ici qui sort complètement de cette table. Donc vous voyez que d'un point de vue perspective, ça donne un effet assez bizarre. Donc soit si vous faites cela, ça montre que votre tige, elle va, si on regarde en vue de profil comme ça, admettons qu'on a la table ici, on a le vase hop, qui se dessine ici, on a la rose qui est posée ici. Si vous dessinez la tige qui ressort complètement,
soit vous montrez deux effets différents. Soit vous montrez que votre tige est tellement grande qu'elle va dépasser la table, ici, d'accord, par rapport à la taille de la fleur, de la rose que vous avez dessinée ici. Soit vous montrez que cette tige, elle sort complètement de la table, ce qui fait que ça donne un effet bizarre, comme si on a une tige qui est très très longue. Soit vous dessinez la tige qui remonte comme ça et qui ne touche pas le sol et qui ne touche pas la table, et du coup ça donne un peu ce même effet ici, comme si que la tige elle remonte et qu'elle ne touche pas la table, d'accord. Donc voilà, donc la façon dont vous avez dessiné, c'est un peu cet effet là, comme si que du coup soit on a une tige qui est très très longue et du coup ça donne un effet un peu bizarre, soit on a une tige qui est un peu en lévitation si on veut, et qui ne touche pas la table, et du coup elle remonte ici derrière le vase, et on a l'impression que du coup elle est un petit peu en lévitation comme ça, d'accord. Donc voilà, c'est un peu cet effet là qu'on comprend pas bien ici au niveau de votre dessin. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que justement votre tige ici va rester sur la table dans le quadrillage qui est ici, d'accord. Donc on peut admettre que du coup la tige elle va aller jusqu'au dernier quadrillage qui est ici au niveau de la table, d'accord. Je la mets ici. Donc le quadrillage n'est pas à l'échelle par rapport à la perspective bien sûr, mais c'est vraiment juste pour vous montrer un peu le principe. Donc on peut imaginer que on est ici, vous voyez que si l'observateur, nous en tant qu'observateur on est ici par rapport au vase, vous voyez si la tige elle passe derrière le vase, on ne verra pas la tige dépasser, donc on ne verra pas la tige passer de l'autre côté. Par contre ce qu'on verra c'est que hop, cette tige elle va s'arrêter comme ça derrière le vase, d'accord. C'est un peu cet effet là qu'il va falloir essayer de retrouver. Donc si je passe au dessin ici, ça veut dire que j'efface la partie ici qui est en arrière-plan. J'essaye de masquer un petit peu également la tige qui est à l'intérieur ici du vase. Et on va plutôt ici dessiner cette tige. Vous voyez, comme ça, on va l'arrêter ici derrière le vase. On va la donner une bonne dimension. Vous savez essayer comme ça de diviser la tige en deux parties, ce qu'on peut faire également, comme ceci, et elle va s'arrêter, comme je le disais, derrière le vase, légèrement en transparence. Et voilà. Donc vous voyez que tout de suite, on a un effet qui est un peu plus cohérent en termes de perspective, et on a moins cette impression que l'élément est en lévitation. Et pour renforcer ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste de dessiner une ombre. De l'élément qui est au sol. Ça va permettre de le poser davantage sur la table. Et voilà, et d'avoir un effet un peu plus intéressant. Donc, autre remarque ensuite, ce serait concernant le jaune que vous avez utilisé. Donc, je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de travailler avec une complémentaire. Donc, la question, voilà, c'est pourquoi le jaune, sachant qu'on voit peut-être que ça. Donc, du coup, c'est un petit peu dommage. Au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer sur une notion de complémentaire pour pouvoir avoir un rendu un peu plus intéressant? Donc ici, par rapport au bleu qui est ici, donc voilà, moi j'ai ça. Donc, par rapport au bleu qui est ici, si on regarde bien, donc la complémentaire ici, on est sur du orange, d'accord. Donc voilà, après il faut peut-être faire des tests, ne pas hésiter, par exemple, à faire des petites vignettes avec le dessin avant de passer à la peinture finale, par exemple. Et cette vignette, vous pouvez essayer de voir quelle couleur est plus intéressante. Vous pouvez en faire plusieurs et vérifier donc quelles sont les couleurs les plus intéressantes pour mettre le fond que vous avez dessiné par exemple. D'accord. Donc c'est un bon moyen de tester les choses avant de passer au dessin final. Parce que le problème du jaune ici, c'est que on est sur une couleur qui est vraiment très flashy. Malheureusement, on ne voit que lui. Et si le souci c'est que en ne voyant que lui, c'est qu'on n'aura plus cet effet de focalisation sur
les roses en elles-mêmes, mais on va voir surtout le fond, alors que le sujet principal de votre tableau, ce serait plutôt la rose qui est dans le vase et la rose qui est positionnée sur la table. D'accord? Voilà, ce que vous pouvez faire également ici, c'est de gérer en contraste, c'est-à-dire que vous avez une rose qui est très bien éclairée par la lumière, et ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est peut-être d'avoir un orange ici contrasté qui va aller vraiment vers des zones un peu sombres, peut-être pas autant saturé, on peut peut-être le désaturer un petit peu pour, comme il est en fond, on va peut-être pas le saturer complètement, mais on va essayer au contraire de faire en sorte qu'il soit moins saturé que le dessin de la rose en elle-même. Ça va mettre votre sujet encore plus en avant. Et en jouant ici également sur la notion de clair-obscur. Donc c'est-à-dire avec un fond plutôt sombre et une rose qui est très lumineuse. Donc bien entendu, il va falloir faire ça peut-être proprement pour avoir un effet un peu plus intéressant, mais je le fais rapidement pour vous montrer. Donc voilà, donc là, après c'est vrai qu'on a peut-être trop de orange. Qu'on peut essayer de faire, c'est de revenir un peu dans les tons bleus légers comme vous avez utilisé ici, ça peut être très intéressant. Pour casser un petit peu ce côté orangé trop fort. Voilà, et là il faut vraiment essayer de faire en sorte que on n'ait plus ce contour jaune pour avoir un effet un peu plus intéressant. Donc, voilà. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et ensuite on peut même avoir la complémentaire ici du rose, donc qui est plutôt dans les tons un peu verts. Vous voyez ici, hop, en utilisant la complémentaire, on peut avoir un contraste qui va être encore un peu plus important. D'accord? Donc ça va vous permettre comme ça d'avoir un fond qui n'est pas forcément uniforme, encore avec des couleurs un peu plus intéressantes. Et de jouer donc du coup sur cette notion de complémentaire. Vous voyez, pour mettre un peu plus en valeur votre sujet. Et ensuite ici, justement au niveau de votre sujet, donc hop, ne pas hésiter comme ça à travailler vraiment sur. Donc quand on regarde un petit peu le dessin de Rose, on voit que du coup on est vraiment sur des couleurs un peu plus pastel, un peu plus pâles, peut-être moins saturées. Vous avez des endroits où on est au niveau des ombres, où on est beaucoup plus saturé. D'accord, on va voir davantage les séparations ici sur certaines parties, mais en général on va rester sur une couleur un peu pastel. Hop, on n'hésite pas ici. On va renforcer les lumières ici également pour avoir un contraste très fort.
Voilà, donc je ne sais pas exactement quel modèle de rose vous avez utilisé, donc je fais un petit peu n'importe quoi au niveau des volumes, mais dans le principe, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. De même ici, utilisez peut-être du vert un peu plus flashy pour les endroits où les feuilles vont recevoir la lumière. Vous voyez, le but c'est de créer un contraste avec le fond. Comme ceci. Traiter un peu mieux ici au niveau du reflet qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on avait vu que ici on allait mettre plutôt le reflet de ce côté-là, d'accord. Voilà, ce reflet, hop, il va se refléter également au niveau de la table. De même pour l'ombre. Voilà, et au contraire ici, on a les parties qui vont s'éclairer ici, qui vont ressortir un petit peu. Ici au niveau de la rose, on ne comprend pas bien le volume ici du dessin. Donc ici, là encore, peut-être que, je ne sais pas, à voir comment on va dessiner. Mais normalement, on aurait plutôt l'impression que, hop, ici, on a des éléments qui vont, des pétales ici qui vont se recourber autour de la rose ici, d'accord. Donc du coup, hop, on ne ressent pas très bien cette impression de volume. Donc on aurait comme ça des creux sur certaines parties ici. On aurait ensuite les pétales qui vont être peut-être un peu plus lumineux ici. Hop, ici comme ceci. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à renforcer les contrastes. On peut également essayer d'utiliser des touches de couleur. Vous voyez, on va essayer de récupérer un petit peu les couleurs du fond qui vont refléter sur la table en elle-même. Comme ceci. Et ensuite, au niveau de la table, on a peut-être envie de mettre en valeur cette zone. Donc du coup, vous allez pouvoir comme ça peut-être ici aller sur des zones lumineuses un peu plus importantes. Voilà. Vous voyez, du coup, on va créer un contraste un peu plus important ici. Comme ça. Voilà, c'est bien entendu c'est un exemple, mais le but de faire ça, c'est toujours un peu la même démarche, c'est-à-dire attirer le regard là où on a envie qu'il soit. Et puis peut-être dernière chose ici, ne pas hésiter à renforcer les ombres. Ici vous voyez, normalement on n'a pas forcément de lumière de ce côté-là. Même chose ici, on n'a pas forcément de lumière ici. Donc du coup, hop, le fait de mettre des ombres un peu plus importantes qui passent sous les pétales qui sont ici va renforcer les contrastes et améliorer le rendu ici. Donc voilà. Voilà. Et je n'hésite pas peut-être même à aller sur des reflets de chaque côté.
Et voilà. D'accord. Donc vous voyez que du coup ici, comme je disais, donc supprimer le fond jaune. Voilà, on se demande pourquoi du jaune, donc peut-être utiliser une complémentaire. Donc comme ça, on a vraiment un jeu de contraste entre le bleu sur toute la partie basse et le orange sur toute la partie haute. Et ensuite de traiter vraiment un fond, au lieu d'avoir un fond ici, vous avez un fond qui est très très lumineux. Peut-être qu'au contraire, il va falloir gérer un fond qui va être beaucoup plus sombre pour mettre en valeur ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire ici, hop, la fleur qui est au-dessus. Ensuite, bien gérer au niveau de la perspective, comme je vous ai montré, donc la perspective au niveau du sol. Donc, comme je disais, une ellipse qui est très élargie, ça veut dire qu'elle est plutôt éloignée de la ligne d'horizon, et une ellipse qui est très courte, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus proche de la ligne d'horizon. Donc voilà, je vais vous montrer un avant-après. Donc vous voyez, je regarde en noir et blanc ici. J'ai mis un petit peu plus l'accent sur l'endroit ici au niveau de la table, et vous voyez que du coup j'ai mis également un peu plus l'accent sur cette fleur. Alors que ici, vous voyez que en faisant ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire qu'en mettant ici une lumière qui est ici, malheureusement on oublierait presque donc la rose qui est ici et la rose qui est ici. Le but c'est de redonner son importance à ces éléments-là, et pour redonner l'importance à ces deux belles fleurs, il va falloir assombrir ici pour créer un contraste avec la rose, et ici peut-être créer un contraste davantage avec la table ici pour montrer la position du vase sur la table. D'accord? Donc voilà un petit peu en noir et blanc. Vous voyez la perspective, en regérant un petit peu la perspective, en appliquant une ombre ici, une ombre un peu plus forte qui est une ombre d'occlusion. Donc vous pouvez retrouver un petit peu plus d'informations sur mon site à ce sujet, mais hop, vous voyez que du coup on va créer davantage de contraste avec le vase et la table. Et si on revient en couleur du coup, vous voyez ici, hop, plutôt complémentaire, différentes touches de couleurs, toujours dans des gris colorés pour apporter du contraste et pour donner un petit peu de profondeur. Et voilà. On termine avec les deux dessins de Corinne. Donc pour celui-ci, il s'agit d'un paysage. Première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder où se situe la ligne d'horizon. Donc on voit ici que on a une belle ligne de fuite ici, hop, également de ce côté-là, et également ici. Voilà, donc hop, on imagine bien qu'on a un point de fuite qui va se trouver grosso modo à cet endroit-là, comme ceci, et du coup donc une ligne d'horizon qui va se retrouver ici. Donc première chose, c'est qu'on voit qu'on a une belle perspective ici, avec notamment hop, cette allée de fleurs ici. De ce côté-là, on voit qu'on a une ombre ici, on a toute une partie hop, ici qui va être située dans l'ombre. Donc on imagine bien qu'on a ici une lumière qui va arriver de ce côté-ci. Donc la première chose que je pourrais dire donc, concernant votre dessin, Corinne, ce serait peut-être remonter un petit peu la ligne d'horizon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer, pour immerger un peu le spectateur dans ces dessins, on va essayer de respecter une ligne d'horizon qui correspond plus ou moins à la hauteur de vision d'un être humain. Pour ce faire, ici, on peut prendre comme rapport d'échelle la porte qu'on a dessinée, que vous avez dessinée ici, et cette porte, on voit que du coup, la ligne d'horizon va passer plus ou moins à la moitié de la porte. Quand on va avoir une vision humaine, il faut imaginer que un être humain aura plus ou moins cette dimension-là, c'est-à-dire par rapport à la porte. On peut imaginer
on peut imaginer comme ça que la taille d'un être humain par rapport à une porte, on va être à peu près au 2/3, un petit peu plus haut que le 2/3 ici, de la dimension même de la porte. Donc ce qui fait que si vous souhaitez réaliser un point de vue un peu plus réaliste, entre guillemets, ce serait intéressant par exemple ici de descendre un petit peu tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire la toiture de la maison, le dessin de la porte, etc. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais tout descendre pour vous montrer un petit peu ce que je raconte ici. Donc du coup, l'idée, ce serait finalement de descendre un petit peu, de réduire peut-être légèrement au niveau du dessin de la porte. Ici, peut-être réduire légèrement pour créer une sorte de distance et de profondeur finalement. Et ici, de placer le personnage à une hauteur un peu plus intéressante. Je vais ici juste redessiner les éléments qu'on ne voit pas. Et ici, voilà, donc juste redescendre un petit peu ensemble. Comme ceci. Voilà, je vais remettre juste quelques couleurs. Comme ceci, et rien n'empêche ici par exemple de créer un petit contraste avec une lumière un peu plus importante pour séparer les plans entre la partie où il y a la maison et le reste de l'image. Le but c'est vraiment juste de créer une certaine distance ici au niveau du sol, d'accord, comme ceci. Donc voilà, ce serait la première chose que je ferai ici, histoire de redonner une dimension un peu plus humaine au dessin. Là, on a l'impression que la maison est vraiment, qu'on a un point de vue qui est vraiment très très bas par rapport à la maison, et peut-être qu'il faudrait ici redescendre un tout petit peu, juste pour redonner une certaine dimension à la maison, et donner un point de vue un peu plus réaliste par rapport à la hauteur de la ligne de vision. Et vous voyez que ici, si je regarde bien, vous voyez que la ligne d'horizon, le fait d'avoir tout redescendu, fait que la ligne d'horizon aura une hauteur presque hauteur d'homme finalement. Donc on va avoir la hauteur d'un personnage qui sera à peu près comme ça. Et il gardera du coup une hauteur cohérente par rapport à la dimension de la maison. D'accord? Voilà un peu le premier principe que je voudrais vous montrer ici. Deuxième chose, ce serait de vérifier un petit peu en noir et blanc. Ici, ce qui est dommage, et un petit peu la même remarque que je vois assez souvent dans vos dessins, c'est que on n'a pas d'éléments sur lesquels se concentrer, on n'a pas un sujet spécifique sur lequel on a envie de regarder votre image, et on a un peu cette impression de devoir regarder un petit peu partout au même endroit. Peut-être qu'on aurait besoin que l'œil soit attiré justement davantage vers la maison, par exemple. Si on regarde ici en termes de couleurs, peut-être qu'il faudrait un contraste. Donc ici vous aviez quand on regarde ici, vous avez une belle couleur ici, une belle couleur un peu blanche comme ça. Peut-être qu'il faudrait la reprendre et la renforcer un petit peu. Hop. Donc ici, hop, on va revenir retravailler
justement une belle lumière sur cette partie de la maison, quitte à créer encore plus de contraste. Voilà, on peut peut-être même céder peut-être de l'arbre qui est ici. On peut renforcer ses couleurs en allant peut-être légèrement vers les couleurs chaudes ici et renforcer notamment sa luminosité pour attirer encore plus le regard. Vous voyez ici, on va essayer de travailler sur des couleurs chaudes et couleurs froides. Travailler un petit peu plus les lumières également pour donner du volume à votre arbre. Vous voyez, il faut imaginer quand vous peignez un arbre comme ça, ici, il faut essayer d'imaginer une forme un peu simplifiée. Et vous avez comme ça ici toute une partie qui va être dans l'ombre et toute une partie au contraire ici qui va être dans la lumière. Hop, comme ceci. Et comme ceci. La seule différence, c'est qu'on aura du coup des creux, on aura des branches. Hop, comme ceci. On aura des endroits où on verra ce qui se passe en arrière-plan. Mais vous voyez, dans l'idée, le but c'est de raisonner comme une sorte de volume un peu simplifié pour pouvoir apporter de la rondeur au dessin de l'arbre. Comme ceci. On peut retravailler également un petit peu sur la toiture par exemple, en renforçant légèrement les valeurs. Comme ceci. Autre chose, c'est également donc une distinction au niveau des plans ici. On a vraiment l'impression que le buisson, en tout cas la haie qui est ici au premier plan, et ce qui se passe au deuxième plan se retrouve un petit peu sur le même plan du coup. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de les détacher un petit peu. Pour ce faire, hop, faut vraiment ne pas hésiter à augmenter un petit peu la luminosité ici, quitte à faire l'inverse, c'est-à-dire à assombrir un petit peu également au niveau du côté opposé ici. Le but, ça va être d'essayer de conserver, de garder un contraste, avec ici peut-être des couleurs moins saturées, donc un peu plus vers les tons blancs, comme ceci. Et d'essayer de créer une cassure, un beau contraste entre ce qui se passe en arrière-plan et ce qui se passe en avant. Le but là encore, ça va être de créer de la profondeur et dans un second temps de bien séparer les plans. Hop. De cette façon, on voit qu'on a une séparation un peu plus franche.
C'est vrai que là c'est assez délicat par rapport aux couleurs que vous avez utilisées. C'est assez compliqué de créer une séparation assez nette. À moins qu'on puisse peut-être travailler à l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un fond ici qui va être plutôt lumineux dans ce cas, d'avoir un avant-plan un peu plus lumineux et un fond peut-être plus foncé. Afin de créer une séparation. Hop, comme ceci. Ouais, comme ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, ne pas hésiter également à renforcer les ombres de ce côté-là. Donc plus on va se rapprocher de l'observateur, plus les ombres ont tendance à être un peu plus fortes. Donc, du coup ici, ne pas hésiter à saturer un petit peu les couleurs. Vous voyez comme ça, à augmenter les ombres, peut-être de travailler justement sur la perspective à ce moment-là, en suivant un petit peu les lignes de fuite ici. Voilà, ça va vous permettre ici de marquer un petit peu davantage. Ça va vous permettre ici de renforcer le premier plan. On a des couleurs un peu violettes ici. On va avoir un jeu de couleurs assez intéressant entre des tons un peu violacés, un peu orangés. Comme ceci, et par conséquent donc un peu la même chose ici, c'est-à-dire au milieu, sur l'élément central ici, peut-être de renforcer les ombres, les éléments plus proches. Donc là encore, on va aller vous voyez dans des tons un peu plus sombres pour les ombres. Le but là encore, ça va être de créer un contraste et de montrer la différence entre le premier plan et ce qui se passe un peu plus au fond. Et là pour le coup ça va être la même chose, c'est-à-dire diminuer légèrement la vivacité des couleurs, donc on va aller plutôt vers les gris ici. Plus on va s'éloigner, et à l'inverse, plus on se rapproche, plus on va saturer les couleurs et augmenter les contrastes également. Donc voilà. Rien n'empêche également ici de marquer davantage, juste avec une couleur. Une couleur un peu chaude ici, on va aller dans un ton lumineux un peu plus important. Voilà, peut-être pour marquer davantage l'allée qui se trouve ici. Donc, bien entendu, à chaque fois il faudra faire en fonction de la référence que vous avez utilisée, mais voilà, le but ça va être de vous montrer qu'avec quelques petits changements au niveau des couleurs,
on peut améliorer un peu le rendu. Comme ceci. Il faudrait peut-être également renforcer le contraste avec le buisson qui est ici. Voilà, et ne pas hésiter peut-être à augmenter légèrement les lumières. Par endroit. Et voilà. Donc je repasse en noir et blanc. Vous voyez ici, juste hop, si je reviens là-dessus, vous voyez, donc juste changer un petit peu l'échelle, renforcer l'endroit où on donne de l'importance à l'image. Juste ces quelques petits changements, renforcer un petit peu les contrastes au niveau des ombres au premier plan. Donc, vous voyez, donc plus on va, je vais le mettre en blanc ici, donc plus on va au fond, plus les contrastes seront réduits. Et donc plus on est proche de l'observateur, plus les couleurs ont tendance à être assez fortes, surtout au niveau des ombres. Comme ceci, d'accord? Donc avant, après, ici. Donc vraiment ne pas hésiter à travailler sur la lumière concernant l'habitation ici, avec le mur un peu blanc ici qui va vraiment ressortir par rapport au reste de l'image. Et du coup, quand on regarde donc en couleur, vous voyez, on renforce un petit peu cette notion de profondeur avec la perspective atmosphérique, les contrastes au premier plan, le détachement des plans ici, et voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur votre dessin. Sinon le reste fonctionne très bien, vous avez des belles couleurs, également au niveau du ciel, ici entre les rosés, les bleus, etc. Vous n'avez pas des couleurs trop saturées non plus au niveau des arrière-plans, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est vraiment juste peut-être de pousser un petit peu les contrastes, comme je vous disais, donc premier plan légèrement plus sombre, mais sinon pour le reste ça fonctionne bien. Ensuite, c'est vrai que j'aurais à peu près les mêmes remarques que les autres fois concernant le dessin des arbres, donc qui me semble toujours un petit peu grossier au niveau du rendu, mais voilà, je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un très beau dessin avec de très très belles couleurs. On passe donc à votre dernier dessin, Corinne. Donc ici, il s'agit donc d'un vase avec différentes fleurs, donc on dirait des roses ici, ou peut-être un autre type de fleurs, je ne sais pas exactement. Ici, la remarque que je pourrais faire, donc déjà, si on passe en noir et blanc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais préparer un nouveau calque, voilà. Donc la remarque que je pourrais faire, ce serait déjà, la première chose, c'est concernant les ombres et lumières. On ne sait pas très bien comment placer les ombres, enfin où sont les ombres, etc. On voit que du coup vous avez donné une indication ici au sol avec des ombres qui vont dans ce sens, mais du coup on ne ressent pas très bien les ombres sur le vase qui se situe ici. Concernant les couleurs, ça fonctionne plutôt bien. Et concernant les ombres, là encore, on ne ressent pas non plus les ombres sur le bouquet en lui-même. Donc, je vous redonne un petit exemple. Donc, imaginons qu'on ait ce bouquet ici. On peut le simplifier là encore d'une façon à voir comment placer les ombres sur le dessin. Donc, du coup, je le simplifie l'ensemble des fleurs ici par une coupole. Donc, il faut imaginer comme ça qu'on est
sur la coupole les différentes fleurs qui viennent comme ça s'organiser à l'intérieur, d'accord. Et du coup, si vous avez une lumière qui arrive comme ça, vous allez avoir donc du coup cette partie qui va s'éclairer. Vous allez avoir ici toute la partie à gauche ici qui aura tendance à être dans l'ombre, d'accord. Donc faut pas oublier cette volumétrie générale là. Et par rapport à cette volumétrie générale, il faut comprendre que du coup, vous allez devoir, pour toutes les fleurs qui sont placées ici, vous allez devoir privilégier des fleurs qui vont être dans l'ombre, donc une valeur légèrement plus foncée. Et au contraire, pour toutes les fleurs qui vont être ici à droite, vous allez devoir utiliser une valeur beaucoup plus lumineuse pour pouvoir créer cette impression de demi-sphère, un petit peu de bouquet qui va s'organiser autour et qui va avoir une forme assez arrondie, d'accord. De même pour la partie du vase ici. Donc pour la partie du vase, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire que ici on aura donc la lumière qui va arriver de côté, on aura peut-être que cette partie du vase qui va être éclairée, étant donné que ici on aura l'ombre, hop comme ça, on aura l'ombre des fleurs qui vont s'organiser de cette façon-là, et ensuite on aura toute l'ombre propre du vase en lui-même ici, qui va faire en sorte que toute cette partie-là devra se situer dans l'ombre, d'accord. Et on aura cette partie qui va se situer dans la partie lumineuse ici, donc on aura, si on simplifie ici, on aura une lumière qui va se dessiner ici, et la même chose au niveau des fleurs ici, d'accord. Donc voilà ce que je pourrais vous reprocher un petit peu sur votre dessin. Donc si je mets ça en pratique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais peut-être privilégier ici une ombre qui va venir se mettre sur l'ensemble du vase ici. Hop, comme ceci. Vous allez ensuite avoir des parties qui vont être encore plus dans l'ombre. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur des valeurs encore plus sombres. Voilà, et ensuite marquer au niveau du sol, marquer donc l'ombre d'occlusion. C'est-à-dire cette ombre qui va venir se situer dans les coins et dans les creux. Et ensuite on aura peut-être ici certaines fleurs, certaines feuilles qui vont élargir légèrement l'ombre qui est ici. Voilà. À l'inverse, on aura peut-être cette partie qui va recevoir la lumière. On aura même des reflets qui vont se dessiner ici. Donc comme on a cette partie qui est lumineuse, donc la lumière va arriver comme ça et hop, on va rebondir et du coup créer des reflets au niveau du vase. Comme ceci, donc on imagine que vous avez voulu ici dessiner des reflets. Hop.
sur les parties du vase comme ça qui ressortent davantage. Et du coup au niveau des ombres on va aller vraiment beaucoup plus dans les tons foncés. On n'hésite pas à souligner également les endroits où se placent les fleurs, les feuilles. On aura donc des ombres un peu plus importantes à ces endroits-là. De même concernant donc les fleurs qui sont ici, vous voyez ici vous avez une valeur assez lumineuse, donc il va falloir comme ça descendre un petit peu dans les tons gris, peut-être encore plus. La même chose ici, pour les fleurs qui n'auront pas trop de lumière. Et à l'inverse, de l'autre côté, donc pour toutes les fleurs qui vont recevoir beaucoup plus de lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les valeurs. De même ici. Voilà, on va faire la même chose ici. Comme ceci. Vous voyez, du coup, on comprend bien qu'on a cette zone qui est un peu plus éclairée que cette partie qui est ici, d'accord? Et on n'hésite pas ici à renforcer les ombres. Dans les creux, vraiment pour montrer que ici on est vraiment sur une partie qui est dans l'ombre. Et voilà. À l'inverse ici, rien ne nous empêche de marquer un petit peu le fond, d'accord? Montrer que la lumière passe vraiment en arrière-plan. Juste pour marquer un peu plus le vase, et vous voyez, ça va tout de suite faire ressortir encore plus. Voilà. Et voilà. Et ici, au niveau des feuilles, on n'hésite pas à travailler davantage sur des valeurs sombres. Ces feuilles ne vont pas forcément avoir des lumières de manière automatique, donc du coup, hop, on va les dessiner dans l'ombre. Et ici, hop,
Et voilà. Voilà, renforcer les contrastes avec un peu de couleur bleue ici pour les ombres, les autres éléments, et c'est à peu près tout, d'accord. Donc hop, si je vous montre un petit avant-après, donc on passe tout en noir et blanc, toujours pour vérifier. Vous voyez ici, on est sur une valeur qui est un peu uniforme au niveau du vase et des fleurs, et ici on va essayer vraiment de traiter en termes d'ombre et de lumière, et c'est ça qui va créer un peu cette rondeur qu'on a ici. Vous voyez ici, hop, comme je l'avais fait sur le dessin ici, je vais concentrer les lumières sur cette partie et sur cette partie uniquement. Et tout le reste ici, hop, donc cette partie que je hachure ici seront à dessiner dans l'ombre. Et c'est ce contraste entre l'ombre et la lumière qui va créer à chaque fois cette rondeur et ce volume. D'accord? Donc essayez comme ça pour vos prochains dessins, essayez de réfléchir un petit peu au positionnement des ombres de manière générale par des volumes simplifiés. Ça va grandement vous aider à mieux positionner votre lumière, à mieux positionner les reflets, à mieux placer les ombres et à bien choisir les valeurs que vous allez utiliser. Et il faut vraiment ne pas hésiter à augmenter les contrastes, c'est-à-dire avoir des valeurs sombres, un peu plus sombres que d'habitude, et des valeurs lumineuses, peut-être un peu plus lumineuses que d'habitude, comme ici par exemple. D'accord ? Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Mohamed, à Eliane et à Corinne du coup d'avoir joué le jeu. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins pour correction, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, greg@dessiner.fr. C'est toujours un plaisir de vous aider dans la réalisation de vos dessins ou de vos peintures ou comme ici de vos pastels. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles corrections. Prenez soin de vous et surtout bon dessin.